Que pensez-vous du couple Japon-Corée du Sud? Alors, Japon-Corée du Sud, ça c'est la relation la moins simple de toute la région, la plus émotionnelle, celle qui véhicule tout ce qui justifie l'exercice de géocréativité que nous avons commencé depuis déjà un certain nombre de minutes. Alors, dans cette relation, on trouve la mauvaise foi, l'incompétence et les bons sentiments. Donc, ces particularités qui marquent cette relation font que la science et la connaissance sont en marge de tout. Donc la voie est ouverte, la porte est ouverte au recours systématique à la propagande. Donc, les deux pays, vous les connaissez maintenant, la Corée du Sud du XXIe siècle a ses origines dans le royaume de Shilla, qui était composé des peuples de Pyonan et de Chinan, hein, dans ce royaume de Shilla. Et ensuite, les Japonais sont les descendants, ou plutôt les survivants de Kudara, du Kudara survivant. Vous savez bien que leurs ancêtres, dans la partie continentale, ont été génocidés par les ancêtres des Sud-Coréens et des Chinois. Alors, cet événement, ce génocide, est donc le point de friction entre les deux peuples, et même entre les trois peuples, puisque les Chinois sont impliqués dans l'affaire. Alors, nous allons directement au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, toutes les puissances de la planète, les puissances militaires, convergent vers l'Asie du Nord-Est. Pourquoi? Parce que toutes les places, tous les territoires et toutes les ressources dans le reste de la planète sont distribuées. Donc il reste cette partie du monde. Le Japon, la Chine, mais aussi les puissances européennes, Allemagne, France, Grande-Bretagne et même la Grèce, les États-Unis aussi, tous les pays qui ont une puissance militaire suffisante pour pouvoir s'approprier des ressources, convergent dans cette direction-là. Et pour le Japon qui est au courant de l'évolution du monde, il va donc être pris la décision de moderniser rapidement le pays pour pouvoir ne pas être la proie à ces nouvelles forces. Donc cette situation du 19e siècle et du milieu du 19e siècle est critique puisque c'est le renversement de l'ordre ancien chinois, du Huai, qui donc organisait l'Asie autour de la Chine qui était vraiment le centre et la puissance culturelle supérieure. Le tout tournant autour de valeurs morales, n'est-ce pas? Alors cette fois-ci, les nouvelles valeurs sont militaires. Pour pouvoir exister, un pays doit avoir une force militaire. Et la force militaire est simplement l'expression la plus visible d'une superstructure économique et scientifique. Donc les pays qui ne maîtrisent pas la science sont forcément soumis en esclavage. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est exactement ce qui se passe. Donc le Japon va comprendre la situation, le changement de paradigme et se mettre à la page. Ce que la Chine et la Corée vont avoir un peu plus de mal à faire. Ce qui va donc exposer la Corée au danger de la domination, de la colonisation. Donc les dangers viennent du Japon, mais aussi de la Chine et surtout de la Russie, parce que c'est vraiment la puissance montante, celle qui est la plus grande rivale du Japon dans la région à l'époque. Alors, les Coréens de leur côté sont conscients, il y a j'ai trouvé certains hommes politiques de haut niveau de l'époque des Confucéens qui sont conscients de la nouvelle géopolitique internationale, mais qui sont incapables de pouvoir impulser les réformes qui sont nécessaires dans la Corée de l'époque. Je donne un exemple, celui de Min Young-hwan qui est un ministre plénipotentiel et qui sera même le représentant de la Corée lors du couronnement, lors du jubilé de la reine Victoria en 1897. Donc ce sont des gens qui savent ce qu'il faut faire, mais qui ne peuvent pas le faire en Corée. Alors, je passe. Il y a 3 événements qui vont décider du basculement de la Corée de royaume en protectorat, puis en colonie japonaise. Premier événement, c'est la victoire militaire du Japon sur la Chine en 1895. Deuxième événement, c'est la victoire militaire du Japon sur la Russie. Hein, les 3 pays que j'ai cités tout à l'heure comme se disputant ce territoire prioritairement, en dehors même des États-Unis et des Européens. Troisième événement, c'est l'assassinat d'un ancien gouverneur général pendant l'annexion de la Corée, pendant que la Corée était protectorat, dont l'assassinat de Ito Hirobumi, qui était un ancien gouverneur général japonais. Donc, son assassinat en Chine, en Mandchourie, va donner l'avantage définitif au camp des faucons, que j'appellerais des faucons, de ceux qui sont les partisans de la prise en main par la force de la Corée pour lui imposer des réformes et constituer la Corée comme le premier rideau de défense du Japon. Parce que c'est ça, c'est un peu l'esprit des théories militaires de l'époque.
les Japonais ont compris qu'il ne suffit pas d'avoir des forces militaires suffisantes à ces frontières, il faut anticiper, il faut voir plus loin, et plus loin, c'est le premier rideau de défense, c'est la Corée. Pourquoi? Parce que la géographie vous montre bien que derrière le Japon, il y a le grand Pacifique, et que le danger ne viendra jamais du Pacifique, il viendra forcément de la partie continentale. Et pour accéder au Japon, le marchepied, c'est la Corée. Donc il faut prendre la Corée. C'est la raison pour laquelle toutes les puissances se disputent la Corée. Donc les Japonais arrivent donc à prendre la Corée grâce à ces trois événements. Alors, pour que les deux pays, le Japon et la Corée du Sud, dépassent leur dissension, leur friction, leur haine viscérale en fait, il faut que les chercheurs de ces pays se voient assigner certains objectifs pour qu'ils analysent l'enchaînement de phénomènes sociopolitiques et militaires qui ont marqué cette période coloniale qui est très délicate. Donc, parce que si le Japon, du point de vue de mes recherches et de mes convictions personnelles, si le Japon a pu dominer la Chine et la Corée, c'est parce qu'il a compris avant elle que le monde sino-centré de relations internationales de l'époque avait explosé et qu'il fallait s'approprier les nouveaux concepts clés symboliques de la géopolitique occidentale, puisque c'était les nouvelles forces, celles qui allaient diriger le monde. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, des concepts comme l'État-nation, le concept de l'Asie, ce nom Asie, ce sont les Européens qui l'ont inventé et construit, ce ne sont pas les Asiatiques. Les concepts de race et civilisation sont déterminants à l'époque pour pouvoir se construire et surtout construire son image. Le darwinisme et sa branche du darwinisme social, tel qu'il va être développé au Japon, venant de la Grande-Bretagne. Le droit international, nouveau, qui est entièrement nouveau, et dont les concepts clés permettent de négocier les accords ou ce qu'on appelle communément les traités inégaux, donc qui permettent à un pays de pouvoir prendre la main, de pouvoir prendre en main économiquement ou s'emparer économiquement de l'économie ou des richesses d'un pays qui est sa cible. Donc c'est la défaite dans les sciences qui est le marqueur de la colonisation de la Corée et la défaite de la Chine face au Japon. Alors, donc les scientifiques coréens, c'est vraiment le leitmotiv de notre exercice. Les scientifiques coréens et japonais doivent travailler à déconstruire les images négatives qui ont été construites sur les Coréens au Japon pendant cette époque afin de justifier la colonisation. Ils doivent également revenir sur les liens historiques de complaisance qui ont été fabriqués entre la famille impériale japonaise et la Corée pour pouvoir créer une continuité entre le territoire japonais et coréen. Ça, ce sont les historiens positivistes de l'université impériale de Tokyo, hein, des personnages comme Oshino Asashi ou Kume Komitake qui ont fait ce travail-là. Il faut revenir dessus. Deuxième chose, il faut étudier scientifiquement le processus de colonisation de la Corée. Je parle de processus. Il ne s'agit pas de citer le nombre de morts, de blessés, le nombre de Coréens qui ont été prostitués dans les camps japonais. Ça, c'est du sensationnel, ce n'est pas du travail scientifique. Il faut étudier le système colonial. Et ça, ce n'est pas fait. Et si c'est fait, les informations ne sont pas publiques. Donc c'est comme si ça n'avait pas été fait. Donc il faut absolument s'intéresser à la colonisation. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? La colonisation, c'est l'accaparement des richesses d'un pays. Ce n'est pas plus compliqué. Il faut s'intéresser à ça. Et dans le cas de la Corée, la colonisation, c'est le processus, c'est la possession de la terre. Il faut étudier la possession de la terre. Qui possédait la terre? Où résidaient les possédants de la terre? Que faisait-il? En quoi consistait l'exploitation de cette terre-là? Que faisait-il des revenus? Quelle en était l'affectation? Il faut étudier la réforme agraire comment il s'appelle? Taruchi Masatake, l'un des premiers gouverneurs généraux de la Corée. L'une des premières décisions qu'il prend, c'est la réforme agraire. Ce n'est pas le fait du hasard. Donc, voilà la mission des scientifiques coréens et japonais au XXIe siècle. Identifier et décrire le système de domination, son fonctionnement et ses rouages. Ensuite, publier de la manière la plus large les résultats en direction du public des deux pays afin de lever le niveau de connaissance et de barrer la route à l'émotionnel et à la propagande. Donc, toutes ces actions scientifiques, tous ces programmes scientifiques vont donc instaurer la confiance et la loyauté dont on a aujourd'hui besoin. Et puis enfin, faire reculer le mépris et la méfiance qui marquent les relations entre les deux peuples, tant au niveau des gouvernements qu'au niveau des peuples. Il ne faut pas se cacher, c'est ça la réalité. Donc, il y a vraiment un besoin de science et de science. Vous dites qu'une expérience scientifique grandeur nature eut lieu pour pouvoir coloniser la Corée. Qu'en est-il exactement?
Oui, alors, est-ce qu'une expérience scientifique a eu lieu en Corée de la part des Japonais pour réaliser cette colonisation? Alors moi je dis oui. Alors l'expérience scientifique, est-ce qu'elle était volontaire ou pas, planifiée ou pas? Pour moi, peu importe. Parce que je retrouve bien les traces d'une construction, une construction logique avec des résultats. C'est ce que nous allons proposer et permettre de déconstruire cette espèce d'histoire sans queue ni tête qui a lieu entre la Corée du Nord et entre la Corée du Sud et le Japon. Alors ça, c'est le travail de la géocréativité. Donc à partir de ce cas concret, nous allons avoir une vision beaucoup plus fine de ce qui se passe. Petit rappel des faits. Donc en fin 2015, décembre 2015, le Japon et la Corée vont signer un accord, selon les signataires, définitif et historique sur cette question des femmes dites de réconfort, en fait des femmes qui avaient été prostituées dans les camps militaires japonais pendant la guerre. Donc le Japon présente ses excuses officielles qui sont accompagnées de compensations financières et il y a même la création d'une fondation. Alors, le problème c'est que le peuple sud-coréen n'est pas du tout d'accord, donc ça va être le tollé général. Les manifestations vont durer pendant des semaines, voire même pendant des mois, ce n'est toujours pas terminé. Il y a des statues représentant ces femmes sexuellement, qui avaient été exploitées sexuellement dans les camps, donc qui vont fleurir dans tout le pays, à commencer par être placées devant les représentations officielles des ambassades et des consulats japonais en Corée. Alors, donc, aujourd'hui en 2017, le gouvernement coréen demande au gouvernement japonais de revoir les termes de l'accord, ce que celui-ci évidemment rejette, demandant que l'accord soit appliqué tel qu'il a été signé par les différentes parties. Donc, on pourrait dire que tout est à refaire si les Coréens ne sont plus d'accord. Ou presque. Alors, pourquoi tout ceci se passe de cette manière? Parce qu'on est au courant de tout, sauf de l'essentiel. Et c'est ce que nous allons apporter donc au public, l'essentiel, en utilisant les techniques de la science, hein, les possibilités que nous offre la science, c'est-à-dire une approche rationnelle des faits, sans passion, sans sentimentalisme, avec le maximum de précision. Alors, voici la version des Coréens sur cette affaire des femmes de réconfort, la version officielle validée par leurs scientifiques. Donc, les Coréens disent environ 200 000 femmes furent prostituées de force. Notez bien, de force, dans les camps militaires japonais. La version japonaise, la réponse des Japonais aux Coréens, officielle, c'est de dire ces femmes se sont prostituées de leur plein gré. Notez bien, de leur plein gré. Donc, les Coréens disent de force, les Japonais disent non, de leur plein gré. Donc, il n'y a pas de doute, il y a bien eu des femmes prostituées dans les camps japonais. La dissension, là où ils ne s'entendent pas, c'est sur la question qui porte sur le consentement, comme on le dirait en droit. Le consentement. Est-ce qu'il y a eu consentement de ces femmes pour se retrouver dans cette situation dramatique que tout le monde aujourd'hui déplore, japonais, coréens et même le monde entier? Donc, est-ce qu'elles ont donné leur consentement? Ça, c'est une question juridique pure et dure. Et ensuite, il faut s'interroger également sur les conditions de formation de ce consentement. N'est-ce pas? C'est-à-dire, est-ce que ces femmes étaient conscientes de ce qu'elles faisaient? Est-ce qu'elles ont mesuré la portée de leur situation personnelle? Est-ce qu'elles l'ont fait pour s'amuser? Est-ce qu'elles ont été... Voilà, donc il faut se poser des questions sur cette question-là, sur cette situation individuellement, hein, pour ces 200 000 femmes. Normalement, en droit, c'est comme ça qu'on procède dans les affaires judiciaires. Donc, nous allons donc nous attaquer à cette question juridique, mais sous l'angle scientifique, historique et psychologique. En nous attaquant donc au contexte culturel général de la Corée à cette époque-là. Donc, ce qui va suivre, donc, provient de l'analyse de la période coloniale et des événements historiques côté coréen et côté japonais. Donc, je n'ai pas consulté les archives des Coréens ou des Japonais pour arriver aux conclusions que vous allez entendre, ou plutôt pour construire l'analyse et arriver aux conclusions que vous allez entendre. C'est simplement l'abord scientifique, un travail scientifique qui respecte les canons de l'exercice. Et on va pouvoir dégager, je vais pouvoir dégager donc la position, je vais pouvoir dégager suffisamment d'éléments pour expliquer la position japonaise telle qu'elle s'exprime et la position coréenne. Donc, merci et soyez très attentifs. Oui, alors, donc,
il faut revenir à ce qui est fondamental dans ce qui est la Corée et le Japon à l'orée du XXe siècle. Donc, je reviens donc sur le confucianisme. C'est important de faire un petit point sur le confucianisme, qui est donc la marque culturelle, l'organisation politique de ces pays, qui marque l'organisation politique de ces pays, mais de deux manières différentes. Alors, le confucianisme que vous connaissez, mais que je vais vous rappeler rapidement, définit 5 types de relations. Donc, c'est un ensemble de valeurs morales, donc, qui définit 5 types de relations humaines pour faire fonctionner la société. Ces 5 types de relations que je vais donner tout à l'heure vont générer des sentiments de loyauté, d'appartenance au groupe, de sécurité dans le fort intérieur des individus du groupe, n'est-ce pas? Et ce sont ces sentiments-là qui sous-tendent le lien entre l'individu et le groupe. Alors, pour un individu donné, donc, qui a ce sentiment d'appartenance au groupe, alors le groupe, ça peut être la famille, ça peut être le pays, n'est-ce pas? Donc ce sentiment d'appartenance génère un sentiment de sécurité, n'est-ce pas? Et ce sentiment de sécurité, au sein des 5 relations que je vais donner tout à l'heure, fonctionne parce qu'il y a de l'amour entre ce personnage, cet individu, pardon, et puis sa famille, par exemple, ses parents. Et puis, il y a ce sentiment qu'on appelle de manière plus précise le devoir. Donc, c'est la relation entre l'individu et l'autorité. L'autorité politique, le gouvernement ou simplement le roi, n'est-ce pas? Et qu'on va appeler la loyauté ou le devoir envers l'autorité. Donc, chaque individu va, dans le monde confucéen, de manière générale, donc, va travailler pour avoir du succès, avoir de la gloire, au profit du groupe, au profit de la société. Et cette gloire et ce succès vont donc rejaillir sur sa famille, n'est-ce pas? Redorer le blason de sa famille et surtout de ses ancêtres. Parce que chez les Coréens, il y a vraiment une conscience et une volonté très puissante de nourrir ce lien avec les ancêtres. Donc, ces 5 relations, les voici. En Corée, alors ces 5 relations sont ordonnées, elles sont dans l'ordre d'importance. Donc en Corée, la première relation, c'est la relation entre l'individu et la famille, donc qu'on appelle père-fils. Ensuite, c'est la relation mari-femme, la relation jeune-vieux, donc la relation intergénérationnelle. Ensuite, c'est la relation entre les personnes de la même génération, donc ami-ami. Et en dernier, c'est la relation entre le sujet et le dirigeant. Alors qu'au Japon, cette relation entre sujet et dirigeant est la toute première relation. Ça nous donne donc en Corée, donc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en Corée un confucianisme un confucianisme de la piété filiale. Alors qu'au Japon, c'est le confucianisme du devoir. Parce que la première relation qu'ont les Japonais entre eux, c'est la relation avec l'empereur, puisque c'est l'empereur qui est la figure symbolique du pouvoir. Alors qu'en Corée, la relation que les individus ont entre eux, c'est d'abord la relation familiale, la relation entre le père et le fils, ou la relation entre les parents et les enfants. Ces deux confucianismes ont des caractéristiques différentes, donc vont développer des caractéristiques et des comportements différents chez les individus. En Corée, les personnes sont individualistes. Pourquoi? Parce qu'elles sont dépendantes entre elles et vont développer d'abord cette relation familiale. Et c'est à partir de cette relation familiale que toutes les autres relations vont être développées. Alors qu'au Japon, les individus sont plus indépendants et concentrés tous vers un but commun, un but national. Donc, le nationalisme qui est une idéologie, le nationalisme donc est très très fort au Japon et c'est cet esprit collectif qu'on va remarquer tout au long de l'histoire, et depuis, tout au long de l'histoire du Japon, l'histoire récente, depuis en tout cas que les Japonais ont importé le confucianisme et l'ont intégré dans la construction politique du Japon. Donc, le confucianisme japonais, pour résumer, peut s'appeler, donc on peut l'appeler un confucianisme national extraverti, dans le sens où les individus sont en contact les uns avec les autres, s'extériorisent, ils ne se concentrent pas dans le milieu familial, ce qui est le cas du confucianisme coréen, qui est un confucianisme familial introverti, qui donne la priorité donc à cette relation familiale. Voilà la situation dans ces deux pays à l'orée du XXe siècle, juste avant que la Corée soit colonisée. Donc, de manière générale, dans les deux pays, l'individu va donc s'appuyer sur ses caractéristiques psychologiques, ses orientations psychologiques pour se réaliser. En Corée, les individus vont poursuivre des buts personnels pour leur gloire,
et celle de leurs ancêtres. Alors qu'au Japon, les mêmes individus qui sont liés à leur leader politique, donc à l'empereur, sont des personnes qui se considèrent comme partie d'un ensemble, partie d'une collectivité, qui coopèrent, donc les individus coopèrent, pour des objectifs nationaux et collectifs. Ces différences seront fondamentales pour comprendre ce qui va se passer plus tard pendant la colonisation de la Corée par le Japon. Oui, alors, petit retour sur les origines du confucianisme en Corée. Il faut remonter à la fin du XIIIe siècle, 286, pour voir le gouvernement de Koryo, du royaume de Koryo, donc adopter une nouvelle forme de néo-confucianisme qu'elle doit au pouvoir colonial chinois d'ethnie mongole. Mais ce sont des Chinois. Et qui est donc expurgé, auquel on a enlevé donc ces aspects nationalistes, n'est-ce pas, et auquel il ne reste plus que les composantes familialistiques et rituelles. Et c'est ce néo-confucianisme remodelé que la dynastie de Joseon en 392 va donc adopter avec son fondateur, donc Yi Sangye. Alors, cette version pour la Corée, royaume vassal de la Chine, va inverser les fameuses 5 relations et surtout les 2 qui nous intéressent, n'est-ce pas? Alors qu'en Chine, la première relation c'est la relation familiale, donc parent-enfant ou père-fils, suivie immédiatement de la relation entre le leader et le sujet. Dans la version coréenne, donc pour le royaume vassal, donc la première relation va rester donc celle de la relation familiale, mais la relation entre le dirigeant et l'individu va être placée en dernier. Et ça on le retrouve dans cette version donc coréenne de la théorie du chinois Tsuji, celui qui a écrit donc qui a conceptualisé le néo-confucianisme donc au XIe siècle. Donc on retrouve ça dans la version coréenne qui s'appelle Tongmong Songsu et qui se dit en chinois pour la version donc cette même version coréenne Xiu Sui. Bon, les Sinisans comprendront ce que je veux dire. Alors donc cette inversion d'ordre est un acte politique fondamental puisque on comprend bien que c'est une manière de signifier, de bien rappeler aux Coréens qu'ils sont un royaume vassal et que dans le système de relations internationales chinois, ils ont une position d'infériorité. D'ailleurs qui ne gêne pas les Coréens puisqu'ils ont toujours magnifié cette relation millénaire qu'ils ont eue avec la Chine. Alors, le peuple coréen va donc intégrer cette idée que le sentiment familial, la relation familiale est bien supérieure au sentiment national, à la relation que l'individu a avec le gouvernement. Et ça va tout expliquer dans ce qui va se passer dans cette période coloniale où le Japon aura le contrôle du territoire coréen. Donc, je dois donc faire une remarque sur ce qui vient avant cette période coloniale. À la fin du 19e siècle, donc toutes les puissances de la planète, les puissances européennes, les États-Unis, alors puissance européenne c'est la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, même la Grèce, tous les pays qui ont un semblant de force militaire vont donc se diriger vers l'Asie du Nord-Est où c'est le seul endroit sur la planète où il reste des ressources et des territoires à conquérir. Et donc à cette puissance je dois ajouter la Chine et le Japon, et puis la Russie également. Donc toutes ces puissances vont se disputer finalement le territoire coréen et sa position géostratégique, sur laquelle j'ai déjà donné des explications tout à l'heure. Donc en Corée, que se passe-t-il? Il y a bien des patriotes en Corée. Les Coréens sont bien conscients de la situation et ne veulent absolument pas que des étrangers s'emparent de leur territoire et de leur richesse. Mais il faut bien être clair sur un fait, il n'y a pas de nationalisme coréen. Le nationalisme étant compris comme une construction idéologique, n'est-ce pas, du sentiment, de la volonté de défense du territoire, de l'amour de la patrie, n'est-ce pas? Cette idéologie n'existe pas. Il y a bien des patriotes qui vont se battre, qui vont se soulever contre la présence étrangère. Mais ça se fait comme ça, n'est-ce pas, sans organisation et surtout sans base idéologique. Je peux pour cela citer un exemple, c'est celui de la révolte paysanne de Tongwak en 1894, lorsque c'est le peuple, lorsque c'est l'aristocratie coréenne, donc les Yangban, qui vont appeler eux-mêmes, qui vont inviter les forces militaires et japonaises et chinoises pour mettre de l'ordre dans leur royaume, sur leur territoire. Donc il s'agira tout simplement de réprimer le soulèvement des paysans donc, qui demandent l'amélioration de leurs conditions de vie.
parce que la Corée à cette époque doit faire face également à une sécheresse qui a donc diminué les récoltes et les gens ont faim. Donc les dirigeants coréens donc expriment là, font la démonstration que dans leur esprit sinisé, la Chine c'est leur patrie. Donc vous avez une partie, l'élite coréenne qui a pour patrie réelle la Chine, et puis vous avez le peuple qui est tourné vers le culte des ancêtres. Et je dirais même qu'il n'y a quasiment personne. Il n'y a personne pour défendre la patrie au sens propre du terme, ou au sens où on l'entendrait aujourd'hui, au XXIe siècle, au sens où les Coréens aujourd'hui l'expriment. Aujourd'hui, il y a un nationalisme. Mais vous allez voir plus tard comment ce nationalisme a surgi et surtout comment il a été construit. Alors, donc revenons, concentrons-nous sur le Japon, puisque c'est le Japon qui va coloniser la Corée. Alors pour pouvoir chasser les autres puissances, et surtout la Chine et la Russie, parce que c'est ce trio qui est le plus déterminé et qui a le plus intérêt de manière stratégique à s'emparer de la péninsule. Donc pour pouvoir chasser ces puissances-là, le Japon va devoir combiner aux moyens classiques de conquête, hein, c'est-à-dire la force militaire, l'idéologie, l'organisation politique et sociale. Il va donc devoir ajouter la connaissance, et une connaissance de plus en plus fine par ces chercheurs de la Corée. C'est-à-dire, qu'est-ce que la culture coréenne? Comment pensent les Coréens? Comment fonctionne-t-il? Comment la société est organisée? Et ce travail a commencé depuis le milieu du 19e siècle, lorsque donc, les hommes politiques vont lancer donc cette nouvelle époque donc, qui est connue sous le nom de Meiji, donc l'époque de la restauration du Japon. Ils vont lancer donc de grands projets de recherche visant à comprendre le voisin coréen. Parce que jusqu'au 19e siècle, les Japonais connaissent très peu la Corée. Et les Coréens, en dehors des ambassades et puis des relations commerciales, il n'y a pas grand-chose. Alors, cette connaissance va s'affiner au fil des années et constituer un élément fondamental plus tard pour les Japonais. Donc, de tous ces moyens donc, politiques, militaires, idéologiques que j'ai signifiés, la connaissance scientifique est déterminante. Et elle va devenir ultra détaillée, précise, profonde et puissante. Alors, ce n'est pas un émerveillement de ma part de cette recherche scientifique japonaise ou de leur connaissance. Je ne fais que décrire ce que j'ai vu. Ce n'est qu'une description. Et c'est cette science-là qui va faire la différence entre 1910 et 1945. C'est vraiment l'atout majeur du Japon. Donc, à aucun moment, jusqu'en 2017, au moment où je vous parle, il me semble que les Coréens aient compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas l'impression que le gouvernement et le monde scientifique coréen aient jamais compris ce qui s'est passé à cette époque. Pourquoi? Parce que lorsque j'observe les relations, les rapports de tension qu'il y a entre ces États, les Japonais expriment toujours la connaissance fine qu'ils ont des Coréens et arrivent toujours à avoir d'une manière ou une autre le dessus, même s'ils ont des choses à se reprocher. Et on voit bien dans cette question des femmes de réconfort que les Japonais ont des choses à se reprocher et ont présenté des excuses. Mais ils ne sont jamais déstabilisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une connaissance scientifique des Coréens et que les Coréens, en revanche, me donnent l'impression qu'ils ne connaissent pas les Japonais. Et ça, c'est le point sur lequel ils doivent travailler. La recherche scientifique. Les Coréens doivent développer les sciences humaines et ils doivent connaître leurs voisins. C'est ça qui va améliorer les rapports entre les deux pays. Tant qu'il y aura ce déséquilibre entre les traditions scientifiques des deux pays, les relations seront forcément mauvaises parce que l'information pour prendre les décisions ne sera pas bonne, surtout du côté coréen. Alors, donc, après avoir fait ce point sur le confucianisme, revenons donc à la colonisation.